Merci, merci Yannick pour ton invitation. Bonsoir à tous et juste petit rectificatif, j'entraîne pas Romain, hein, il est dans le suivi de la Ligue PACA. C'est un athlète de la Ligue, mais qui a deux autres entraîneurs et je vais surtout pas prendre leur place. Donc merci pour cette invitation, merci aussi pour ce sujet et bienvenue à tous et j'espère qu'on va passer un petit moment ensemble agréable. Et n'hésitez pas, donc, comme l'a dit Yannick, à m'interpeller sur des sujets si vous en voyez bien sûr l'intérêt et surtout si ça éclaire vos problématiques plus individuelles. Alors, je vais rapidement me présenter. Hein. Donc, j'étais athlète en demi-fond. J'ai commencé l'athlé, je devais être Benjamin 1, peut-être même Poussine 2. Du coup, ça fait très très longtemps que je cours, je continue un petit peu à trottiner. Bon, j'ai eu une carrière un petit peu en dents de scie, justement bien interrompue par un certain nombre de blessures. Donc, je les présenterai un petit peu en introduction, mais pas spécialement pour parler de moi, mais pour peut-être vous montrer qu'il y a quand même des points communs dans les blessures quand on pratique la course à pied. Donc moi, j'étais plutôt spécialiste de 800-1500, hein, donc jusqu'en espoir. Je n'aimais pas tellement courir longtemps. Donc du coup, j'aimais bien les épreuves sur piste. J'ai toujours fait du cross parce que je venais d'un petit club dans l'Isère, donc à côté de Voiron, où mon entraîneur, il était vraiment entre guillemets à l'école Aix-les-Bains. C'est un peu le point commun que j'ai avec Romain qui a passé quelques temps sur Aix-les-Bains avec un entraîneur qui était dans la même équipe que mon propre entraîneur. Donc, c'était il y a longtemps, mais voilà, si vous connaissez Robert Boger, mon entraîneur était un proche de Robert Boger. Ensuite, plus tard, donc du coup, je suis montée un peu naturellement sur les distances parce que j'ai manqué un peu de vitesse, donc j'ai pratiqué plutôt du 3000, 5000 en salle et à l'extérieur. Parallèlement, donc, je suis cadre technique depuis mes 23 ans. Donc, mes missions, elles ont été un peu évolutives au fur et à mesure, mais globalement, j'ai toujours été dans la formation, encore plus maintenant, puisqu'on a des missions un petit peu segmentées. Donc, du coup, je m'occupe de la formation en PACA et du suivi régional demi-fond. Donc là, vous avez en photo notre équipe de cross minime qui a fait deuxième à la Coupe de France au Muro. Donc, il y a toujours, je dirais, une petite dynamique que l'on crée à partir de minimes dans la Ligue. Et sur le plan national, j'ai une mission concernant les jeunes du running. Je m'occupe donc au niveau du cross, hein, donc je suis dans l'équipe puisque je ne suis pas toute seule dans le secteur du cross, mais je suis dans l'équipe qui s'occupe des jeunes, donc parfois les filles, parfois les juniors. Cette année, c'était plutôt les juniors. Et je suis également les jeunes sur la route et la montagne, donc à partir de juniors, puisqu'il y a des championnats dans ces deux disciplines, des championnats internationaux en montagne et simplement un match sur la route, mais qui permet de créer une dynamique au niveau national pour le 10 km en vue du semi, éventuellement pour un projet marathon pour les futurs, pour ces jeunes qui ont plutôt des prédilections pour le long. Alors, mon parcours blessure, c'est, comme je vous disais, c'est pour un petit peu introduire le thème. Je m'entraînais jusqu'en, donc ça paraît vraiment archaïque hein, quand je vais dire ça, mais jusqu'en terminale, je m'entraînais 2 fois et demi par semaine. Et malgré tout, bon, j'ai réussi à faire des podiums au championnat de France sur 800 et 1500. Je courais 40 km par semaine. Et donc, quand je suis passée à la fac, c'est clair que ça a été un choc puisque je suis passée de 3 fois à 6, 7 fois. Donc, bien sûr, tendinite, hein, dû un petit peu à cette augmentation non progressive de la charge d'entraînement, plus comme je rentre en fac des sports, ben, l'apport de travail technique, notamment de bondissement, et qui fait que ben, je me suis blessée une première fois. Donc voilà, je vous ai mis en gros les raisons invoquées puisque ça permet d'un petit peu de voir quelles sont les origines des blessures. Je trouvais que c'était pas mal parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir qu'on arrive à avoir tous les facteurs qui peuvent engendrer une blessure. Ensuite, donc, toujours dans mes jeunes années, puisque je devais être encore espoir,
j'ai une fracture de fatigue au scaphoïde. Donc, c'était un petit peu nouveau à l'époque. On ne savait pas trop ce que c'était ces douleurs qui nous réveillaient la nuit et qui disparaissaient quand on forçait. Voilà, un peu comme si ça disjonctait quand on était dans l'effort et puis qui revenait quand on courait doucement ou quand on était à froid. Voilà, donc là, ces raisons, c'était bien sûr la contrainte des pointes et puis la morphologie de mon pied, puisque j'ai des pieds qui étaient particulièrement plats. Ça ne s'est pas résolu avec le temps, mais voilà, savoir que la morphologie aussi du pied peut avoir des conséquences hein, sur ce type de blessure qui touche le système osseux, qui est assez complexe. Hein, donc, je vous ai mis une petite flèche où était ce qu'on appelle maintenant le naviculaire et qui était avant le scaphoïde. Ensuite, j'ai une deuxième fracture de tibia, donc je me suis posé la question quand même pourquoi ces fractures de fatigue, puisque s'il y avait un écart de temps à peine de 2 ans entre les deux. Et là, effectivement, donc avec l'entraînement, j'avais perdu du poids et donc du coup, là, c'était plutôt associé puisque le tibia, il n'est pas spécialement, c'est un os qui est quand même assez solide. Hein, c'est pas le péroné, c'est pas un petit os. Et donc là, c'était plutôt la perte de masse grasse plus l'absence de règles qui fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la triade de la sportive, mais quand on a des aménorrhées, une perte de masse grasse, on est plus sujet à avoir. Donc, ça serait couplé la troisième, quand je parle de triade, hein, c'est trois. Donc, peut-être les troubles du comportement alimentaire, je n'étais pas dans ce cadre-là, en tout cas, pas à l'excès, en tout cas. Mais au moins, j'avais les deux facteurs sur les trois et du coup, peut-être une baisse de la densitométrie osseuse et donc cette deuxième fracture du tibia. Ensuite, la blessure qui a été la plus pénalisante pour moi et qui a sonné la fin de ma carrière, c'est une déchirure donc, du tibial postérieur. Hein, donc, le tibial postérieur, je vous montrerai ensuite, hein, c'est un muscle qui est très fin et qui vient s'insérer derrière la malléole interne de la cheville. Donc pour moi, c'était une pronation excessive, hein, donc due à mes appuis, une laxité ligamentaire et des entorses à répétition depuis longtemps pas soignées. C'est-à-dire que depuis que j'étais jeune, en fait, j'avais des entorses, mais c'était pas un souci pour moi, ça gonflait pas vraiment et j'ai jamais vraiment fait de rééducation puisque je recourais dans la foulée le lendemain, c'était pas un souci, sauf que à terme, ça entraîne une faiblesse de la cheville et le tibial postérieur prend le relais ensuite. Et donc, du coup, pour moi, ça a été rédhibitoire. Donc, j'ai été opérée, immobilisée et ensuite, j'ai vécu donc la rééducation dans un centre de rééducation. Donc, juste pour vous montrer, hein, donc la pronation excessive, c'est ça. Avec un ligament voilà, qui passe derrière la malléole, qui vient s'insérer en sous le pied, d'accord. Et donc, c'est surtout les pieds plats et les pieds qui rentrent, hein, donc qui sont en hyperpronation. Et donc, ça entraîne une douleur qui peut être au niveau du tendon, mais qui peut être aussi plus haute. Et moi, j'étais déchirée à ce niveau-là. Donc ensuite, j'ai eu quelques autres blessures, hein, donc l'essuie-glace, donc vous connaissez peut-être le tendinite du TFL, hein, donc les raisons pour moi étaient indéterminées, mais voilà, possible lien avec le sacrum, le bassin, toujours les appuis. Ensuite, une tendinite ou rupture partielle, puisque là, j'ai jamais fait d'échographie pour savoir exactement, vu que j'étais plus dans un projet sportif important, voilà, on n'est plus peut-être aussi attentionné que lorsqu'on est vraiment athlète avec des objectifs. Donc, je vous ai montré où se situait l'insertion. Hein, donc, vous voyez donc sur les ischions, et il peut y avoir donc une rupture partielle ou une rupture totale. Bon, moi, je pense que c'était partiel. Et c'est quelque chose qui dure longtemps et qui était dû en fait à une musculature postérieure pas assez renforcée. Hein, donc, on en parlera peut-être encore tout à l'heure, mais on travaille beaucoup la chaîne antérieure, donc les quadris. On a des quadris souvent beaucoup plus forts que les ischios, et c'est important, on le verra, de renforcer aussi la chaîne postérieure. Et puis, donc en cross, voilà, j'avais fait un faux appui sur un parcours en n'étant pas très bien échauffé, faux appui qui s'est répété sur un autre événement
avec le froid, donc toujours, je dirais, avec des muscles pas suffisamment chauds sûrement, et donc quelque chose qui dure dans le temps et qui est très handicapant pour accélérer. Et puis l'aponevrosite plantaire, hein, donc l'aponevrosite plantaire est sous le pied. Vous voyez que c'est cette partie de muscle qui s'enflamme. Alors ça va aussi de l'inflammation à la rupture de quelques fibres. Et donc c'est aussi quelque chose qui est très handicapant. Donc moi la raison c'est essentiellement l'affaissement de la voûte plantaire et puis les séquelles de rupture de mon tibial postérieur, puisque en fait sur un tibial postérieur, quand on le peigne entre guillemets, on ne résout pas le problème, on ne résout pas ce qui a créé la rupture. Donc il faudrait souder des os, il faudrait voilà, agir en tout cas sur le système osseux, sinon on ne résout pas le problème. Et moi, ce n'était pas le cas, ce n'est pas ce qui avait été envisagé. Donc du coup, mon pied continue à s'affaisser. Voilà, donc c'était pour un petit peu introduire les blessures. Et donc l'impact de la blessure, il est à deux niveaux, hein, donc physique, bien sûr, avec le ralentissement des activités de l'athlète, voire l'arrêt. Hein. Donc ça entraîne une baisse des capacités. Et puis bien sûr, au plan psychologique, hein, donc ça crée des émotions diverses, hein, de tristesse, d'injustice, la colère, la frustration. Voilà, vous connaissez sûrement, soit à titre personnel ou parce que vous avez entraîné des athlètes, ces états d'âme voilà, qui sont à gérer. Ça entraîne une baisse de concentration, une baisse de l'engagement, souvent une perte d'estime de soi, hein, une perte, on passe entre guillemets pour un athlète, hein, de la lumière à l'ombre. On se demande pourquoi on a mis tant d'engagement, tant d'investissement et tout ça pour ça. Voilà, ce sont vraiment des périodes qui sont compliquées. Alors, quelle stratégie pour vous, entraîneur? Alors, j'ai rappelé que vous n'êtes pas le médecin, vous n'êtes pas le kiné, même si vous êtes de bons conseils, hein, il faut pas, et il faut pas mélanger les genres, mais il faut toujours pousser l'athlète, en tout cas, à aller consulter. Parce que c'est important d'avoir un diagnostic qui soit précis et rapide. D'accord? Si vous n'avez pas ce diagnostic, hein, vous allez pédaler dans la semoule et faire des suppositions. Alors, c'est vrai qu'il y a des blessures qui sont compliquées, hein, qui ne sont pas aussi claires que celles que je vous ai présentées et où on a parfois du mal à trouver l'origine, à trouver voilà, comment on va soigner ça. Mais voilà, la plupart du temps, quand même, on peut avoir un diagnostic. Je vous engage aussi à avoir un environnement médical qui connaisse le sport, qui connaisse la course à pied, parce que c'est important d'avoir des images, notamment quand on fait des échographies, qui soient de bonne qualité et bien interprétées. Moi, j'ai vraiment clairement vu la différence, hein, quand on fait une échographie dans son petit village ou dans sa ville, ou quand on va dans un centre qui est un peu plus spécialisé avec le monde sportif, c'est le jour et la nuit et on gagne énormément de temps. Ensuite, donc c'est un protocole, hein, avec le kiné, avec l'entraîneur. Donc le kiné, effectivement, c'est la même chose, hein. Vous pouvez avoir des kinés maintenant qui ont 6-8 patients en même temps dans leur cabinet. Il faut arriver à trouver la perle rare qui va s'occuper vraiment de l'athlète, même si, bien sûr, il va le mettre en autonomie, hein. On est bien d'accord que le kiné va pas être tout le temps présent avec l'athlète, comme l'entraîneur ne peut pas être toujours présent avec l'athlète, mais il doit y avoir un protocole et au départ, le kiné doit passer du temps à expliquer et à vérifier aussi que les positions, les attitudes soient, voilà, soient de bonne qualité. Et bien sûr, Yannick vous a dû en parler, hein, la perspective, c'est important. On a besoin d'avoir une fin, une durée, des points d'étape pour se remotiver, se remobiliser. Parce qu'après la première période, ben, c'est un peu comme dans un deuil, hein, où il faut accepter la situation et ensuite, ben, il faut se reconstruire. Et donc, c'est plus facile de se reconstruire lorsqu'on a des éléments de motivation. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Romain, sur cette partie-là?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et bah, en fait, ça me parle très, très bien tout ce que tu dis parce que, ben, je suis actuellement en plus en train de le vivre. Je suis en train de sortir là d'une inflammation du tendon d'Achille, et en fait, que ça soit justement, dans, le comment dire? La relation qu'on a avec nos entraîneurs lorsque l'on est entraîné et qu'on est en pleine forme et qu'on applique un plan d'entraînement avec des objectifs et cette relation qui est différente lorsque justement on est blessé et qu'en fait on ne peut pas appliquer justement le plan établi. Et là justement, le corps médical prend un peu le dessus sur notamment la gestion du quotidien de l'athlète. C'est vrai qu'il faut savoir gérer entre, enfin, faut avoir, comme tu l'as dit, la perle rare un peu au niveau du kiné, qui sait s'investir mais pas trop, qui comprend aussi les besoins d'un coureur à pied, donc de haut niveau ou pas, parce que c'est assez différent. Et pour ma part, c'est vrai que lorsque je suis en phase de blessure, c'est vraiment le kiné qui a justement un peu la direction un peu de mes activités physiques, que ça soit, tu vas en parler plus tard avec justement l'entraînement croisé, le renforcement spécifique à faire, les étirements, etc. Les entraîneurs sont tout le temps au courant. Et puis justement, quand on passe dans cette phase de retour à la course à pied, là, ça doit se faire main dans la main. L'échange doit être très régulier. Mais c'est vrai que bon, bah, il faut trouver la perle rare, le kiné. Pareil pour le médecin au niveau de l'écho, hein, tu l'as très bien dit. C'est vrai que j'ai fait 2 échos pour mon tendon, une dans le centre d'imagerie un peu local du coin et une avec mon médecin du sport. Et bah, il y en a une où j'avais rien et une autre où justement j'avais une petite lésion du tendon d'Achille. Donc voilà, c'est important, il faut trouver les bonnes personnes et des personnes de confiance avec qui aussi je pense que c'est très important, notamment pour l'aspect psychologique, où justement le courant passe bien et où c'est important justement de se sentir écouté et d'avoir une confiance, j'ai pas envie de dire aveugle, mais voilà, que les directives sont bien appliquées et en lesquelles on croit, plus que suivre justement les conseils d'un médecin ou d'un entraîneur enfin, auquel on a des doutes ou je sais pas, enfin, où on suit aveuglement. Donc ouais, Merci. ça me parle bien. Merci Romain. Alors, c'est vrai que je l'avais présenté à Yannick, j'ai peut-être oublié de vous le présenter. Donc, Romain est un athlète de ma ligue qui a déjà fait 3,42 sur le 1500 mètres, qui était finaliste au France Élite l'année dernière, qui est notre meilleur espoir actuellement et qui fait partie des meilleurs espoirs au niveau français et qui avait bien repris là en janvier. Il a fait 8,04 sur le 3000. Malheureusement, il n'a pas pu faire les France de cross justement par rapport à la blessure qu'il a évoquée au niveau du tendon. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Merci Romain pour ton témoignage et puis je te ressolliciterai à d'autres Merci à moments toi. de manière à éclairer un petit peu ce que je vous raconte par quelque chose de plus terre à terre ou en tout cas de plus en lien avec le terrain. Donc tu l'as dit, hein, c'est vraiment le moment où l'athlète a besoin. Alors c'est pas un besoin forcément, c'est un besoin de soutien, je dirais presque moral. Et surtout si l'athlète est épaulé par le staff médical, hein, vous n'avez pas grand-chose à faire, mais quand même n'oubliez pas parce que j'ai eu le constat ces derniers temps d'athlètes d'un certain niveau qui sont blessés et qui sont mal d'un entraîneur qui finalement ne les prend plus en compte de la même manière. Et ça, voilà, c'est une dimension dont il faut prendre conscience de manière à garder le lien et qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Alors, les alternatives. En priorité, donc, réenvisager vos objectifs. Hein, c'est voir les mettre de côté pendant un certain temps parce qu'on se rend compte que si on repousse seulement d'une semaine ou on repousse de 15 jours, la pression, elle reste toujours la même au niveau de l'athlète. Donc, il faut laisser un espace-temps beaucoup plus long. Et parfois, ça aide beaucoup à résoudre puisque dans la tête, l'athlète va se libérer et parfois la guérison est beaucoup plus rapide si on laisse justement cette option que on a peut-être 2 mois devant soi. Ben, peut-être au bout d'un mois, ça va être bon. Alors que si on met la pression et qu'il faut reprendre dans les 15 jours, ben c'est la tentation de, voilà, de mettre encore de la pression sur l'athlète.
Par contre, on peut avoir effectivement, moi ça m'est arrivé, hein, des objectifs à court terme très importants. Et si la possibilité est donnée par le corps médical, effectivement, il faut essayer de trouver un plan B pour pouvoir quand même faire la compétition. Seulement, il faut bien être clair avec l'athlète. Si vous choisissez cette option, il faut que vous le fassiez en connaissance de cause et avec les conséquences que ça peut impliquer, à savoir que derrière, il peut y avoir un arrêt beaucoup plus long. Hein, donc, je crois qu'il faut vraiment peser le pour et le contre avant de choisir cette deuxième option. Alors, quelles sont les activités palliatives pour le coureur? J'ai rien inventé, hein, vous le savez sûrement aussi de votre côté. Hein, donc, le vélo avec plusieurs façons de faire du vélo, la natation avec une dominante pour le crawl et le dos crawlé, l'aquajogging qui est de la course dans l'eau, le renforcement musculaire qui peut se faire donc en plein air, en salle de muscu. Donc, on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients pour chacun de ces préconisations. Le vélo. Donc, ce qui est intéressant dans le vélo, c'est on travaille au plan aérobie. Alors, peut-être une petite précision. Quand on parle au niveau aérobie, on va pouvoir développer sur le vélo ou en piscine les aspects cardiovasculaires. On va travailler l'aérobie au plan général. D'accord? Effectivement, comme le geste n'est pas spécifique, on ne va pas peut-être développer au niveau local, au niveau des muscles, l'aptitude à mieux utiliser l'oxygène. D'accord? Donc, d'où effectivement peut-être les réticences parfois à utiliser le vélo ou la natation en complément d'un entraînement. Mais pensez que vraiment, dès que vous développez les aspects cardiaques et au niveau pulmonaire, vous faites quand même du bon, et puis circulatoire, bien sûr, vous allez faire du travail intéressant. On travaille la force du bas du corps, on travaille le mental, on travaille cette sensation de se dépenser. Hein, donc, c'est important pour un athlète d'avoir cette sensation-là, de finir sa journée en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose, parce que moralement, c'est ce qui va empêcher justement la déprime. Et puis, pas ou peu de courbatures. En revanche, ce n'est pas spécifique, il n'y a pas d'excentrique, hein, donc il n'y a pas de contraction, puisqu'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas vraiment d'excentrique, pas de pied, pas de bras non plus, donc on travaille un peu plus le bas du corps et moins le haut. En natation, donc on retrouve le travail aérobie, le travail du haut du corps, c'est important, hein, donc pour un coureur, de travailler le haut du corps, donc ça va être une valeur ajoutée. On va travailler toujours le mental, mais aussi la respiration. Je dis que c'est une respiration-relaxation. Ça va drainer, on va récupérer plus rapidement et toujours aussi cette sensation de se dépenser. En revanche, la natation, il faut savoir nager. Si vos athlètes ne savent pas nager, ne perdez pas de temps avec cette activité, ou alors, s'il est vraiment motivé, il faut qu'il prenne quelques cours pour pouvoir savoir nager, parce que sinon, c'est une débauche d'énergie qui ne servira à rien. Donc, le geste n'est pas spécifique non plus. Il est difficile en natation, dans la position allongée, de monter en fréquence cardiaque. Donc, on ne peut pas non plus aller dans des hauts niveaux d'intensité. Toujours pas d'excentrique, toujours pas de pied. En aquajogging, on a aussi le travail aérobie. Hein, donc, on est dans la gestuelle spécifique. Ça, c'est intéressant. Et tous ceux qui font de l'aquajogging le disent quand ils vont courir. Donc, ils peuvent à nouveau retourner sur le terrain. Ils ont la sensation presque de n'avoir pas arrêté. Ce qui leur rappelle qu'ils ont arrêté, c'est qu'ils ont des courbatures le lendemain parce que justement, ils refont de l'excentrique. C'est toujours bon pour le mental. C'est toujours le massage, le drainage que l'on a quand on est dans l'eau. Le gainage, quand vous faites de l'aquajogging, pour ceux qui le pratiquent, si vous mettez votre main sur le ventre, vous verrez que le ventre est toujours rentré. Quand on fait l'aquajogging, ça a vraiment cet intérêt de faire un très très bon gainage au niveau de la ceinture. On travaille toujours le haut du corps. On a la sensation de se dépenser. On s'apaise aussi quand on sort de la piscine, hein, c'est comme la natation. Et on récupère très rapidement. On peut faire une séance d'aquajogging et le lendemain refaire autre chose. Alors qu'en course à pied, quand on a fait une séance, le lendemain, on va faire plutôt une séance de récup. Pas d'excentrique, pas de pied toujours, difficulté à monter haut en fréquence cardiaque. C'est pas fun spécialement parce qu'on n'avance pas.
Romain pourra en témoigner un petit peu. C'est un peu frustrant pour un athlète, voilà, cette dimension-là. Et parfois, il y a le regard extérieur qui peut être dérangeant si on n'a pas accepté complètement la pratique. Le renforcement. On travaille les différents groupes musculaires, et notamment la sangle abdominale. On renforce les zones de faiblesse que l'on ne fait pas forcément quand on fait que de la course à pied. On peut travailler de manière générale ou spécifique. Le cadre peut être aussi motivant, hein, donc en salle, on peut mettre la musique, on peut se retrouver avec d'autres personnes, donc il peut y avoir un aspect motivant et toujours cette sensation de se dépenser. Par contre, on n'est pas du tout dans le spécifique, on n'est pas forcément aussi dans des efforts aérobies, même si on peut l'organiser sous forme de circuit. Et puis, c'est peut-être pas dans le trip de certains coureurs qui n'aiment pas du tout justement faire du renforcement. En tout cas, dans cette période un petit peu particulière, hein, donc de blessure, l'intérêt, c'est dans l'ouverture et la découverte de ces activités pour augmenter la force physique et mentale du coureur. Celui-ci doit profiter de cette période pour maintenir, ça c'est à minima, d'accord, et ensuite développer ses capacités cardiovasculaires. D'accord, je vous ai parlé donc la circulation à partir du moment où on fait du vélo, où on fait de la natation, où on va faire du circuit training, et bien le sang va circuler, il va y avoir vraiment un travail important cardiaque au niveau des échanges. Donc c'est favorable pour maintenir et développer les capacités aérobies. On va renforcer ces points faibles, notamment dans le domaine de la force. Ça, c'est important. On va lâcher ses certitudes aussi. On va travailler sur ses capacités d'adaptation. Et puis, à terme, on trouve une nouvelle force mentale. C'est important. Je pense que les périodes de blessure, beaucoup d'athlètes vous diront qu'ils sont ressortis plus forts après leur blessure. Ils ont appris. Alors, pour l'entraîneur, vous avez deux situations. Quand l'athlète ne peut pas du tout courir, donc là, les sports portés seront à privilégier. Et bien sûr, vous allez faire ce choix selon le type de blessure. Là, c'est vraiment avec le corps médical que vous allez décider. Une fracture de fatigue, par exemple, au tout début, certains médecins disent qu'il faut vraiment ne rien faire au tout début pour vraiment que le cycle de reconstruction de l'os puisse se faire dans de bonnes conditions. L'athlète peut recourir, c'est la deuxième situation où parce que on pourrait avoir un athlète qui commence à être blessé et puis qui n'est pas encore complètement à l'arrêt. Donc, on peut utiliser. Ou alors, c'est l'athlète qui a vraiment été blessé à l'arrêt et qui est dans la deuxième phase où ça va mieux. Et on est sur la réathlétisation sur le terrain avec des sports croisés en complément. Alors, toujours des règles de bon sens. Donc, je l'ai dit, il faut que vous vérifiez avec ceux qui suivent l'athlète au plan médical que les choix que vous allez lui proposer sont bien en adéquation avec la guérison de la blessure. Et attention, parce que la disparition des signes cliniques, c'est pas toujours… Alors, quand on dit disparition des signes cliniques, ça veut dire je ne sens plus rien au repos, je ne sens plus rien dans un petit footing, ah bah tiens, c'est bon. D'accord? Donc, faites attention parce qu'effectivement, il y a des blessures qui sont plus insidieuses et qui arrivent au bout de X kilomètres. Je prends par exemple la tendinite du TFL. C'est une des blessures où on peut très bien, après arrêt, une semaine, 15 jours, se dire « Ah, c'est chouette, ça va mieux ». Et puis, on recommence, on fait 20 minutes, ça va bien. Et puis, si on dépasse les 20 minutes, bah là, la blessure, elle revient. Donc, il faut vraiment être vigilant. Donc, il faut mettre une notion toujours d'adaptation et de progressivité dans les sports que vous allez choisir. Si je prends le vélo, par exemple, un athlète à qui on peut autoriser le vélo pourrait partir pendant 3 heures faire du vélo. Effectivement, il va en être capable, sauf que ça peut créer une autre blessure ou ralentir la guérison. Donc là aussi, quand on choisit une autre activité qui n'est pas une activité habituelle, il va falloir encore faire preuve de progressivité. Et puis, il y a les aspects sécurité qui font partie des règles de bon sens. Le vélo, c'est dangereux quand même en plein air. Donc, il va falloir conseiller à l'athlète de mettre un casque, de sortir sur des routes pas très fréquentées, lui donner quelques petites consignes pour qu'il fasse du vélo en pleine sécurité.
même si jamais c'est jamais 100%, hein, mais voilà, il faut quand même mettre tous les atouts de son côté. Et quand on fait du renforcement, de la musculation, ben, c'est pareil. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment parce que ben, les genoux, le dos sont à préserver. Alors, je vais recommencer par le renforcement musculaire. Pour un coureur, c'est vrai que c'est plus adapté de faire sous forme de circuit training. D'accord? Donc, ça veut dire le circuit training, c'est que vous mettez en place des exercices que vous enchaînez sans temps de récupération ou avec un temps de récupération un peu court, de manière à activer le système cardiovasculaire au plan général et au plan local, on va faire un peu plus de renforcement. La musculation, c'est pareil, on ne se lance pas dans la musculation simplement en suivant un tutoriel YouTube. Hein, donc, il vaut mieux vous renseigner auprès de spécialistes dans votre club, hein, donc d'autres entraîneurs qui sont plus à même de vous conseiller pour les positions, pour le type d'exercice que le coureur peut faire. Alors, les orientations pour notre athlète, c'est plutôt de l'endurance de force. On va trouver des exercices soit avec charge légère, soit en utilisant le poids de corps. Donc, souvent, c'est des exercices avec médecine molle ou avec petite barre. On est sur des 15-30 répétitions, hein, avec plusieurs séries, bien sûr. Au niveau de la proprioception et renforcement du pied, donc je vous montrerai une petite vidéo dans la foulée de cette diapo. Sur les abdos, on va justement profiter de cette période pour sensibiliser les athlètes au transverse et l'importance de la sangle abdominale. Donc le transverse, c'est le muscle le plus profond, hein, qui va serrer, qui va tenir les viscères. À différents niveaux, il est intéressant, hein, quand on fait des abdos uniquement des grands droits, on va avoir tendance à faire des abdos qui sont contre-productifs. Les grands droits sont à privilégier quand tout le reste est bien solide, d'accord? Donc, il faut faire du transverse, il faut faire des obliques. Donc là encore, je vous montrerai un petit peu des petites bases, hein. Ce sera un rappel pour certains, mais c'est toujours bien de se rappeler que les abdos, il faut les faire de bonne manière. Le moyen fessier, ça me semble aussi intéressant d'avoir une attention sur ce muscle particulier. C'est celui qui est vraiment sollicité quand vous êtes en situation unipodale. Si ce moyen fessier est trop faible, vous avez aussi des blessures qui peuvent venir de la faiblesse de cette chaîne. D'accord? Donc, je dirais que le moyen fessier est à renforcer, le TFL est plus à étirer. Ensuite, les ischios. On verra que le renforcement des ischios, il est important pour équilibrer avec la chaîne antérieure. Et on va essayer de les travailler plutôt en excentrique, puisque c'est quand on va prendre appui au sol avec notre pied que les ischios doivent résister, hein, doivent avoir une contraction excentrique. Et puis, donc vers la pliométrie, puisque quand on fait, voilà, on va résister, mais pour ensuite repartir. Pour les mollets, on est dans la même intention, hein, notamment quand vous avez des blessures au niveau du mollet, vous avez une rééducation qui se fait aussi de manière excentrique. Et les étirements, donc on va profiter aussi de la période pour essayer d'étirer le psoas iliaque, le TFL et les muscles profonds du bassin, hein, je pense des profonds qui sont dans la fesse, hein, qui sont des muscles qui ne sont pas souvent étirés et qui peuvent être à l'origine aussi de même simplement de blessures de tendons. Alors, je vous passe une petite vidéo. Donc, vous allez me dire si elle apparaît bien pour vous. C'est bon, Yannick? C'est bon. Voilà, ce sont quelques exercices qui sont proposés par quelqu'un que Yannick connaît, puisqu'apparemment, il a été en fac avec, et qui me semble assez intéressant pour le pied du coureur, et que peu de monde pratique. Je pense que le pied, c'est un outil de travail. Donc, je préconise vraiment quand vous avez des stages, quand vous avez des rassemblements ou même en début d'entraînement, vous n'êtes pas obligé de passer énormément de temps, mais 5 minutes pour montrer des exercices de ce type-là,
de manière à ce que les athlètes puissent les refaire chez eux, tranquillement, devant la télé ou simplement sur leur tapis, de manière à toujours travailler ce pied. Et plus on est jeune, plus c'est intéressant de faire ce travail-là. Hein, donc, vous voyez, la dissociation, là, c'est assez énorme. Hein. Vous pourrez essayer, vous pouvez même tenter là, en regardant la vidéo, de faire quelques petits exercices pour voir si vous arrivez à dissocier votre pouce déjà des autres orteils. C'est pas évident. Et tous ces petits exercices vont permettre le renforcement de la voûte plantaire, le renforcement du tibial postérieur, de tous les muscles qui interviennent et qui sont sollicités au moment des appuis. Voilà, donc on soulève les orteils tout en gardant le creux de la voûte plantaire. Hein. Bien sûr, on fait toujours équilibrer entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc là, à la fois, on a un exercice d'équilibre, de proprioception, et un exercice où on passe en interne et en externe. Donc là, on soulève les orteils, on soulève le pouce. Donc, il y a des fléchisseurs communs, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dissocier les orteils. Donc, on peut le faire en marchant. Là, c'est un vrai pianiste. Hein. Donc, tout ce qui est déroulé de pied, vous pouvez faire là en gardant la voûte plantaire. Donc, au début, ça peut créer des crampes. Hein. Donc, ça incitera vos athlètes à boire. Vous pourrez leur dire dans la séance de bien continuer à boire. Donc là, on est sur les extérieurs. On ne voit pas le haut du corps, mais imaginez donc les alignements également. Imaginez le regard qui doit être loin, porté loin devant soi. On ne regarde pas ses pieds. Donc, pieds vers l'intérieur. On peut demander à l'athlète d'avoir les bras au-dessus de la tête pour justement générer l'alignement. Donc, en utilisant un petit medicine ball, ça peut se faire sur des petits jeux à deux, qui peuvent être sympathiques et rigolos. Donc, effectivement, si vous voulez jouer sur la fatigue, voilà, donc là, on fait des rotations. On peut appeler ça le tire-bouchon. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Et tous ces exercices-là, vous pouvez le faire yeux ouverts, yeux fermés. Donc, c'est des exercices peuvent faire les kinés, que vous pouvez vous réapproprier sans souci. Voilà, donc une petite marelle en utilisant les lignes de la piste. Là encore, vous pouvez avoir des intentions. Vous pouvez demander des choses anarchiques comme des choses très codifiées. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour des gens qui ont les pieds plats, de tenir sur des plantes de pied. C'est plus facile quand on a une voûte de plantaire déjà bien solide. Donc, quand on n'y arrive plus, on change de pied. Voilà un petit peu le... Donc, je reviens sur mon diapo. Donc, il a d'autres vidéos, vous pouvez sans souci aller visiter. Je vous ai mis le lien, je vous enverrai, Yannick pourra vous envoyer la présentation. Vous aurez le lien éventuellement. Donc, je vous ai parlé du travail excentrique, donc les ischios, c'est pareil. Voilà, donc je vous montre des petits exercices analytiques
mais qu'il va falloir ensuite faire évoluer. Hein. Donc là, c'est juste… C'est bon, Yannick, pour toi? Je suis bien sur le travail des ischios? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, donc là, avec le Swiss Ball, hein, donc le Swiss Ball, c'est ces gros ballons que vous pouvez avoir dans vos salles ou même sur le stade. Donc là, l'idée, quand je veux travailler en excentrique, hein, je monte d'abord le bassin. Donc, je pose mes talons sur le Suisse. Je monte le bassin pour qu'il y ait alignement entre genou, bassin, épaule. Et ensuite, je vais pousser le medicine ball pour étendre mes jambes. C'est dans le fait d'étendre les jambes que je travaille en excentrique. Ici, dans cette position allongée, vous avez un pied qui va lutter pour empêcher, enfin qui va pousser, donc qui pousse, et le but c'est d'étendre la jambe, mais avec résistance. Et quand vous étendez la jambe avec résistance, ben, vous renforcez vos ischios en allongement et en excentrique. Ici, pour le travail des mollets, donc c'est monter sur 2 pieds et descendre sur 1. Une marche. Bon, attends 2 secondes, je suis avec… Donc, quand vous descendez ici, jambes tendues, genoux tendus, vous travaillez plutôt le renforcement des jumeaux. D'accord? Le mollet, c'est trois muscles. Il y a les jumeaux et le solaire. Et quand vous êtes plutôt en genoux fléchis, vous êtes sur le solaire. Donc, c'est important de travailler les deux positions, descendre en genoux tendus ou descendre en genoux fléchis. Alors là, ce n'est pas exactement la même situation, mais imaginez, voilà, vous êtes bien sur la marche et par contre, vous êtes en genoux fléchis. Alors, les kinés utilisent ce protocole, hein, donc j'ai mis aussi le petit lien pour un exemple pour vous illustrer un peu le protocole de Stanish. Hein, donc, ça rentre dans la rééducation, notamment des tendinites d'Achille. Tu as comme il y a une question d'ignorant, comme il m'a dit. Que veut dire travail en excentrique? Alors, le travail en excentrique, on a plusieurs modes de contraction. Le principal, c'est si je prends sur mon bras, le principal, donc sur le bras, quand je rapproche, je prends quelque chose dans ma main et je vais rapprocher. Le muscle qui permet au bras de se plier, c'est le biceps. Ce muscle, quand je rapproche, il va se contracter en raccourcissement. On appelle ça une contraction concentrique, puisque les extrémités vont se rapprocher. Si j'ai quelque chose dans la main, mais quelque chose de lourd, mais que je résiste, le muscle se contracte plutôt en isométrique, il n'y a pas de déplacement. Et par contre, si je pars de la situation où je suis rapproché et que là, on me tire sur le bras, pour ouvrir, mon muscle va résister et là, je vais être sur une contraction excentrique. Retenez que la contraction excentrique, c'est un allongement et surtout, c'est ce qu'on va rencontrer dans le geste spécifique de la course. C'est-à-dire que quand votre jambe va arriver au sol, au niveau des appuis, il va y avoir une lutte pour pas fléchir au niveau de la cheville, pas fléchir au niveau du genou, donc pour résister à l'écrasement. D'accord? Et pour cela, les muscles, ils se contractent en excentrique. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, mais Yannick, peut-être tu peux préciser. Je pense que c'est très clair. C'est limpide. Et il n'y a pas de question d'ignorant ni de question bête, il n'y a que des réponses intelligentes. Comme j'ai Exactement. Donc, voilà. Il n'y a aucun souci. Alors, la petite vidéo sur les abdominaux, donc juste pour vous rappeler les points importants quand on fait des abdos, ou en tout cas les erreurs qu'il faut éviter. Certains connaissent peut-être Bernadette de Gasquet qui a écrit un livre qui s'appelle Abdominaux, arrêtons le massacre. Voilà, c'est un petit peu inspiré, c'est inspiré de ça, pas qu'un peu. Et je pense que c'est des choses que vous devez avoir en tête aussi quand vous faites des abdos. Voilà, quand on fait des crunchs, on a tendance, voilà, c'est un peu classique, c'est pour ça. Et si je mets la main sur le ventre, que je remonte ma nuque, d'accord? Mon diaphragme, il va pousser et mes viscères vont aller pousser sur le périnée. Le périnée, c'est le muscle qui maintient les viscères et qui vous empêche de vous faire pipi dessus, notamment les filles, en tout cas. Et on a surtout voilà, les viscères qui vont aussi pousser vers le bas et pousser vers le haut, enfin, si on reprend la situation allongée. Donc, des bons abdos, c'est d'abord expirer pour rentrer votre ventre.
et faire en sorte que les abdos plaquent les viscères contre le dos. Et l'idée, ça ne va pas être de rapprocher la tête des genoux, mais plutôt d'allonger vers l'arrière, comme vous le voyez avec la petite flèche. D'accord? On remonte, mais on va plutôt s'étendre vers l'arrière pour avaler son ventre, pousser le nombril vers le dos, rentrer à fond le ventre. Et là, je vais faire des bons abdominaux. Et c'est hyper important de comprendre ça. Là, sur une situation où vous avez l'habitude de gainage, on peut faire du gainage qui sert absolument à rien, notamment quand le ventre pointe vers le bas. D'accord? Donc, il faut que vous vous entraîniez, il faut que vos athlètes comprennent. Là aussi, l'autograndissement, c'est-à-dire que on va pousser, donc on ne va pas essayer de, comme dans le cadre gauche, là, on va plutôt pousser les talons vers l'arrière et la nuque vers l'avant. Donc, c'est un autograndissement pour allonger et on va, je dis toujours rentrer la queue du chat. Donc, c'est comme si on voulait se faire pipi devant en avalant son sacrum. Voilà, donc c'était juste pour éclaircir. Et là encore, il y a beaucoup de choses que vous pourrez regarder, mais on va peut-être enchaîner pour rester dans les temps. Voilà, ça me semble important en tout cas que vous ayez la notion de ce que c'est des abdominaux faits au moins dans le bon sens. Un même exercice peut être bien fait, peut être mal fait, donc retenez vraiment l'autograndissement qui va vraiment vous guider et évitez de faire des exercices où vous rapprochez les genoux des épaules ou les épaules des genoux. C'est la même chose. Alors, l'aquajogging. L'aquajogging, c'est une pratique qui paraît très intéressante pour le coureur quand il est obligé de s'arrêter de courir ou qu'il ne peut pas tout faire en courant. Alors, voilà quelques préconisations. Donc, déjà, l'aquajogging, ça s'envisage avec une ceinture au départ. Si l'athlète ensuite est vraiment à l'aise, on pourra faire sans ceinture. Il existe aussi, j'avais découvert ça à Cap-Breton, donc dans le centre de rééducation. J'ai jamais, après je les ai pas retrouvés, mais j'ai vu que ça s'achetait quand même. J'ai jamais refait, mais c'était bien d'avoir ça au niveau des pieds et pas de ceinture. Ça donnait une sensation encore meilleure pour courir. Alors les positions dans l'eau, c'est simplement celle de la course. Donc on est buste droit. On a un cycle de jambes comme en course. Je vous montrerai tout à l'heure sur une autre vidéo. Donc, avec une montée de genoux, une ouverture du tibia, on arme le pied devant et on fait un retour de jambe qui n'est pas un retour comme en vélo. D'accord? On va faire un retour avec une jambe relativement tendue pour finir en pointe de pied derrière. L'idée, c'est aussi de être sans à-coups, de ne pas faire des jetés de genoux. Sur la tête, on essaie de sortir la tête hors de l'eau et les épaules, on essaye à la fois de se grandir pour qu'elles soient hors de l'eau, mais en même temps qu'elles soient relâchées. Et les positions de bras, c'est un peu comme en course, on tire l'image, voilà, moi je dis souvent, c'est je tire des ficelles ou j'ai un peu mouvement, un peu style locomotive. Vous voyez les locomotives à l'ancienne là, ça peut donner une image. En tout cas, il faut essayer que ça soit dans l'axe du corps. C'est pour ça que quand vous utilisez la ceinture, demandez à l'athlète de mettre les petits flotteurs devant et derrière, mais pas sur les côtés pour pas gêner. Alors, je vous montre une petite vidéo pour que vous sachiez bien de quoi on parle quand on parle d'aquajogging. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, donc comme je disais à Yannick, cette image, elle est quasi pour moi parfaite. C'est rarement ce que vous allez voir chez vos athlètes. Il y a des athlètes comme Romain. Romain pourra parler de son expérience un petit peu aussi en aquajogging. Il y a des athlètes qui tout de suite ont un geste qui va bien. Romain en fait quand même partie. Comme je disais, donc on monte le genou, on ouvre le tibia, on arme le pied devant et vous voyez que le pied déroule. D'accord? Il ne reste pas en pointe de pied devant. Donc, on peut faire des montées de genoux ou on peut faire des accentuations. Donc, vous avez des contrastes qui ont été montrés. On va les revoir encore.
Voilà, donc je monte le genou. Là, vous voyez que c'est exagéré, hein, la montée. On a une cuisse qui arrive quasiment à l'horizontale. On peut faire des montées de genoux. Voilà, donc l'athlète que vous voyez là est en montée de genoux. Donc, ce sont des situations d'éducatif. Tout à l'heure, je parlerai de ce qu'on peut faire. On peut faire des jambes tendues. C'est particulièrement difficile. Et là, on avance encore moins. Voilà, donc c'était pour... je ne vais pas plus loin non plus dans la vidéo. Donc, le matériel, hein, voilà. Et je vous propose une séance de découverte en aquajogging, ce que je propose généralement dans les stages ou avec les athlètes qui en ont pas encore beaucoup fait, de manière à leur montrer un peu tout le panel de choses qu'on peut faire en aquajogging. Donc, si je sais nager, je fais un peu de nage au début, hein, pour m'échauffer. Si je sais pas nager, je vais tout de suite à faire de l'aquajogging. Donc, uniforme, ça veut dire que simplement je cours, comme vous l'avez vu, sans forcer. J'essaye de m'approprier la technique. Ensuite, donc généralement, on fait 100 à 200 mètres sous une forme qui est, vous savez qu'une piscine, c'est 25 mètres, hein, généralement. Hein, on peut avoir des grandes piscines, mais c'est quand même plus rare. Les piscines couvertes sont souvent de 25 mètres. Donc, on fait l'aller en technique et le retour en aquajogging uniforme, normal, quoi, hein. Donc, les techniques possibles, vous l'avez vu, c'est montée de genoux. Ça peut être ouverture de jambes. Hein, donc, on a l'idée un petit peu comme on le fait à l'extérieur. Hein, donc, quand vous montez les genoux, vous pouvez monter les genoux en skipping. Hein, simplement, je monte les genoux et j'appuie. Ou alors, je monte les genoux et j'ouvre comme si j'avais des petits plots à franchir. Je peux également faire de l'aquajogging en utilisant la fréquence, l'amplitude. Donc, c'est souvent mené par les bras. Hein, donc, je vais vite avec les bras, je fais de la fréquence en bas. Je vais très ample au niveau des bras, je fais de l'amplitude au niveau du bas. Je peux faire de l'aquajogging avec les bras ou sans les bras. Donc, sans les bras, ça peut être simplement, je croise mes mains devant ou je mets mes mains derrière. Et donc, vous allez voir, c'est bien plus compliqué puisqu'il va falloir évoluer juste avec le bas du corps. Et puis, je termine sur un fractionné long ou court, selon ce que l'on recherche. Donc, sur une petite séance, on peut faire des 40-20. Ou généralement, en aquajogging, on récupère court parce qu'on ne monte pas très haut et on récupère très, très vite. Donc, on va vraiment faire des récupérations au moins moitié moindres que le temps d'effort, voire encore moins. Et puis, on termine moi, j'aime bien que les athlètes terminent en dos crawlé pour l'ouverture de la cage thoracique et pour renforcer leur dos, hein, c'est important. Les athlètes qui passent en piscine, qui font soit de la natation, soit de l'aquajogging, gagnent énormément au niveau du renfort du haut du corps. Alors, je vous donne quelques exemples sur de l'aérobie court-court. Donc, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait à l'extérieur. Hein. Donc, on va faire un échauffement. Ensuite, on va faire 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 fois 40. Ça peut être 10 fois 40-20 si on ne s'arrête pas. Ou alors, on traverse le bassin, ce qui reste en aquajogging ou en nage. Vous pouvez autoriser aussi au début à ce que pendant la récupération, les athlètes nagent. Hein, ce n'est pas un problème. Et puis, entre les blocs, 1 minute de récupération, donc en nage tranquille. Ça fait à peu près 500 mètres de travail. Et puis, on termine toujours par une petite récup. Autre exemple, donc on a parlé de technique. Hein, on peut avoir une séance qui est sur un thème technique. Et là, justement, on va enchaîner donc des 25 mètres après l'échauffement. Hein, donc, vous avez vu ce qu'on pouvait faire. On peut aussi faire grande foulée, donc amplitude de bras, petite foulée, montée de genoux, foulée normale. Donc, au lieu de faire les 25 mètres, là, simplement, on donne un nombre. Là, j'ai mis 10, mais ça peut être 5 au début, 5 grandes foulées, 5 petites foulées. Tout ça pendant 25 mètres, et puis on le répète 2-3 fois. Et puis après, on passe à un autre éducatif. On refait 2-3 fois 25 mètres avec ces consignes-là, hein, 10 montées de genoux, 10 foulées normales, 10 foulées plus amples. Et puis le 25 mètres qui suit, le 25 mètres de retour, on court normalement. Et puis sur une dernière partie de bloc, on peut faire
10 foulées sans les bras, 10 foulées avec les bras, donc toujours pareil sur 25 mètres. Et le retour, on le fait en aquajogging normal et on repart voilà, pour faire 2-3 fois cet éducatif-là. Donc après, à vous de faire varier tous ces paramètres. Ça fait encore autour de 500 mètres de travail. Et en tout, on peut aller jusqu'à donc 800 mètres, 1000 mètres en aquajogging. Dernier exemple sur l'aérobilon, on peut faire comme ça serait, je dirais, un fartlek de type pyramide à l'extérieur. Hein, donc, on va faire un 25 mètres. Pour vous donner une idée, 25 mètres en aquajogging, quand on va vite, ça peut être une 10, une 20. D'accord? Donc, en gros, une 10, une 20, de 30, de 40. Enfin, ça dépend vraiment les athlètes parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Notamment les garçons, ils ont une masse musculaire très importante, donc ils ont plus tendance à couler qu'à flotter. Donc, il faut leur mettre un peu plus de flotteurs. Et donc, du coup, ils avancent aussi un peu moins vite que peut-être certaines filles. Et donc, le temps mis pour faire les 25 mètres, il est aussi dépendant de ça. Peut-être qu'il faudra une 30 pour certains. Mais globalement, voilà, autour d'une 20, une 30. Donc, ça va faire le double pour le 50 mètres, le triple pour le 75. Donc, du coup, vous montez une petite pyramide, d'accord? Et avec une récup courte à chaque fois à l'intérieur. Et puis, entre les deux blocs, je fais un petit peu plus long. Donc, c'est vraiment le type fartlek qu'on reproduit en piscine. Donc, ça fait 200 mètres pour s'échauffer, 450 mètres de travail et 200 mètres pour récupérer. Donc, un total qui avoisine les 1000 mètres. Et puis, donc là, j'ai mis, la photo n'est pas forcément très adaptée, mais j'ai vu qu'il existait maintenant ce type d'appareillage. Donc, je pense que ça peut être utile dans l'avenir. Si l'athlète progressivement peut recourir, vous pouvez aussi envisager des séances en eau peu profonde, hein, donc l'athlète ayant de l'eau jusqu'à mi-cuisse par exemple, et on peut faire des éducatifs ou de la course avec des appuis dans l'eau, donc dans le petit bassin, et on peut aussi faire des séances qui sont intenses et qui permettent à l'athlète d'avoir à nouveau des sollicitations d'appui, mais pas complètement, pas avec le poids complet de son corps. Et donc, ça fait une transition. Juste avant qu'on passe sur le vélo, Romain, peut-être ta petite expérience d'aquajogging? Pas qu'il y ait une expérience récente, mais c'est Bah, vrai que que tu avais fait aussi cet été, enfin non, ouais, la saison dernière. j'avais fait l'année d'avant, j'avais fait de l'aquajogging dans ma piscine pendant le confinement, accroché à un arbre par un élastique et justement pour faire du statique. Mais sinon, en bassin, comme tu le montres, j'ai, c'est assez agréable, je trouve, comme effort, bien que compliqué, et, ça peut être frustrant parce que justement, on n'avance pas. Mais comment dire, le mouvement vient avec le temps. Et c'est vrai que moi, là, je commence vraiment à l'adopter. Là, ça fait depuis qu'on s'est vu, donc bien 2 semaines justement, que j'en fais 1 à 2 fois par semaine. Et c'est quelque chose que je vais intégrer même quand je serai à 100% physiquement et dans une semaine normale de travail. Je pense que c'est vraiment un travail intéressant et qui a un peu, ça peut faire un peu un entraînement croisé, justement, plutôt que de faire un footing, aller faire une séance d'aquajogging, c'est plutôt intéressant. Surtout que physiquement, ça laisse très peu de traces pour le lendemain, je veux dire, en termes de courbature ou quoi. Donc, non, j'apprécie bien. C'est vrai qu'il faut avoir une piscine où il y a du fond. Alors là, tu commençais à parler justement du moment où il y a peu profonde et on pouvait quasiment courir normalement. Moi, dans la piscine à côté de chez moi, en fait, la moitié du bassin, j'ai pied. Donc voilà, je fais à moite-moite. Euh, Mm, mais c'est vrai que c'est agréable et c'est vrai. Voilà, ça prend du temps. C'est compliqué au début de garder la posture, justement, de rester bien droit, d'ouvrir le tibia. Mais quand ça vient et quand on a le mouvement, c'est vrai que c'est plutôt bien. On a vraiment l'impression de courir. Enfin, j'ai l'impression de, voilà, de faire le mouvement de la course à pied. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles mon retour à la course à pied se fait de plus en plus vite. Du coup, voilà, je ne perds pas le mouvement plutôt que de faire uniquement du vélo. Donc, ouais, non, très très bien. Et puis en plus, finir après par quelques longueurs en dos crawlé
ou en brasse, ça permet voilà, de masser un peu les muscles, relâcher. Et de toute façon, sortir d'une séance de piscine, après, on est toujours plus apaisé. Donc, ouais, non, très, très agréable. Très agréable et je le préconise et le conseille en tout cas vachement à tout le monde. Là, des potes athlètes, justement, m'en parlent et, parce qu'ils ont vu que j'en faisais. Et ça séduit un peu. Ça commence à séduire pas mal de gens et c'est assez intéressant. Ouais. En tout cas, par rapport au vélo, je trouve ça limite plus intéressant parce que c'est le même type de travail, comme tu l'as dit, avec une gestuelle de la course à pied. Donc, ouais, vraiment bien. J'aime bien. Et il faut savoir que beaucoup de pays nous ont bien devancés dans ce domaine-là, hein, donc que ce soit au Canada, aux États-Unis, dès que les athlètes sont blessés, ça fait partie du protocole hein, de remise enfin de garder la forme et de garder les acquis en utilisant l'élément liquide. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça peut s'utiliser effectivement quand on est blessé, mais ça peut aider aussi certains athlètes, notamment l'hiver quand il fait froid, qu'on glissant hein, quand les routes sont gelées ou les terrains sont gelés ou les jeunes finissent tard. On peut aussi, à la place d'un footing, remplacer ça par de l'aquajogging. Et d'autant plus si on ne va pas régulièrement chez le kiné, ça permet aussi comme je disais tout à l'heure quand je parlais des avantages, il y a un avantage aussi par rapport à une séance qu'on aurait fait la veille. On a cet effet qui draine, qui permet aux muscles de mieux récupérer. Ouais. Et, alors du coup, je vais basculer maintenant sur l'autre activité donc préconisée, c'est-à-dire le vélo. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire du VTT ou du vélo de route ou du home trainer. Donc, le home trainer, c'est sécuritaire avec les jeunes, hein, c'est ça qui est bien. Et puis, vous pouvez être présent, vous pouvez contrôler la séance, vous pouvez être là pour motiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que le home trainer, on ne peut pas faire beaucoup de temps dessus. Hein, donc, j'ai mis 1h30, mais déjà même au bout d'une heure, il y a une déshydratation qui est importante hein, quand on fait du vélo en intérieur parce qu'il n'y a pas de circulation d'air. Ce que vous devez retenir, c'est que en fait, on évacue la chaleur lorsque la transpiration qu'on a se transforme, se vaporise, s'évapore, je veux dire. Si la transpiration ne s'évapore pas, on n'évacue pas la chaleur qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, ce qui se passe quand on fait du vélo en intérieur, s'il n'y a pas de ventilateur eh ben, on a la chaleur à l'intérieur qui monte énormément. Alors qu'en plein air, vu qu'on est toujours en mouvement et qu'il y a l'air qui nous permet d'évaporer notre sueur, du coup, on peut évacuer la chaleur beaucoup plus facilement. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête hein, pour ne pas faire des séances trop longues. Pendant le confinement, d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des erreurs dans ce domaine-là en faisant des durées bien trop importantes sur le vélo et donc on perd aussi beaucoup de vitamines, beaucoup d'oligo-éléments, donc il faut être vigilant. Alors la fréquence de pédalage, elle doit être aussi importante, hein, il faut donner priorité à la fréquence, donc en adaptant les résistances. Il faut trouver la résistance individuelle, donc notamment pendant l'échauffement, ça doit être facile, mais avec priorité donc avec cette fréquence de pédalage. On peut avoir une orientation aérobie ou une orientation plutôt force. Donc là, je vous ai donné un exemple plutôt aérobie où vous pouvez fractionner, hein, donc du style 4 fois 1 minute 30 secondes de récup, 2 fois 2 minutes d'effort, 1 minute de récup. Donc vous faites votre petite pyramide hein, avec une fois 3 minutes, puis après on redescend. Ça va faire 28 minutes 30 en alternant le travail et puis la récupération. Et puis avec l'échauffement et la récup, voilà, on est autour d'une heure de home trainer. Donc ça, c'est un exemple, mais bien sûr, peut-être vous ne ferez pas ça la première séance. Hein. En plein air, donc toujours les précautions de sécurité, le casque, hein, les choix de route pas trop circulantes. On peut avoir deux orientations, hein, donc l'orientation aérobie et puis on a toujours quand même de l'endurance de force quand on fait du vélo malgré tout. Alors, soit on fait un circuit libre hein, qui va durer, alors j'ai mis 2 à 3 heures, mais pour les jeunes, ça pourrait être 1h30. Quand on roule tout seul, en 1h30, déjà, on travaille bien. C'est vrai que quand on roule en groupe, on force moins, et donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi des quantités
horaire parfois qui soit plus élevé, mais à partir du moment où on roule à seul ou à deux, je pense que quand on fait déjà 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures maxi, ça suffit bien par rapport aux distances, en tout cas, qui restent celles de Romain, voilà, le coureur qui fait du 1500, du 3000, du cross. Quand on fait du trail, on peut peut-être aller bien plus loin dans les durées. Alors, si on fait un parcours, comme je vous l'ai dit, libre avec du dénivelé, on peut utiliser soit un parcours avec des montées-descentes qui vont se reproduire à plusieurs moments, soit on fait une ascension unique, on monte le Mont Ventoux par exemple, puis on redescend et on a fait sa sortie, quoi. Romain habite à très, très peu de kilomètres du Mont Ventoux, donc il peut tester les deux situations. Et puis, sinon, on a des autres solutions, hein. Donc, on peut travailler aux sensations. Je dirais, les sensations, c'est par rapport au réglage de vos vitesses, hein, de manière à toujours avoir cette fréquence de pédalage. Et on va alterner du vite relâché vite selon les codes de l'athlète. C'est-à-dire que on va peut-être faire des 2 minutes, 10 fois 2 minutes, récup 1 minute. Soit on travaille plus finement au cardio. Et là, on veut vraiment reproduire ce qu'on recherche en course à pied. Si on sait que, je sais pas moi, hein, si on est sur 170 pulsations quand on est à notre seuil, ben, on va essayer de faire ça si on veut faire une séance de seuil. Si on sait qu'on est à 185 ou 190 pour sa VMA, ben, on va travailler plutôt sur ces allures-là dans le fractionné. Voilà, donc vous avez ces deux alternatives. Soit un petit peu, donc on travaille ici au temps, mais on est aux sensations par rapport aux allures, si ce n'est qu'on a les vitesses du vélo, hein, on peut avoir après un retour sur ces vitesses, mais on ne sait pas trop au plan physiologique dans quel secteur on évolue. Soit si on veut être plus précis au plan physiologique, eh ben, on se repère par rapport au cardio. Et ensuite, l'orientation peut être force. Donc là, on trouve une côte. Et puis, on va travailler dans cette côte-là. Alors, pareil, on va trouver peut-être des côtes courtes, des côtes plus longues, suivant ce qu'on veut travailler. Et on va varier les braquets. Donc, soit, vous savez que les braquets, ben, quand on varie les braquets, c'est, je dirais que pour un athlète, on va rester peut-être sur le petit plateau, hein. Souvent, sur un vélo de route, il y a 2 plateaux, petit et grand. Le grand, on le laisse pour le plat. Dès qu'on monte un petit peu, puisqu'on veut travailler sur de la fréquence, on va inciter l'athlète à pas rester sur la grosse plaque quand ça monte. Donc, il va passer sur un petit plateau. Et derrière, au niveau des vitesses, ben, on va varier effectivement pour travailler un peu plus en force, pour que ça soit un petit peu plus dur. Donc là, la fréquence de pédalage, forcément, elle va être moins élevée, hein. Et on peut changer aussi la position sur le vélo en mettant les mains plus ou moins bas. Alors, soit sur le cintre, soit plus bas sur les cocottes, ou soit on se met aussi en danseuse. Et en danseuse, ça a l'intérêt de rester un petit peu plus aussi dans la position de course, hein. Donc, on se rapproche un peu plus moi, je me rappelle quand j'avais justement cette déchirure du tibial postérieur, avant que je sache vraiment que c'était déchiré, j'ai continué à faire de l'aquajogging, à faire du travail sur le vélo en côte, et je faisais énormément de parcours en danseuse, voilà, en me mettant même psychologiquement dans cette situation-là. Ce que j'ai oublié de dire pour l'aquajogging tout à l'heure, mais c'est valable pour l'aquajogging, le vélo, le travail mental que vous pouvez faire parallèlement, hein, ou en tout cas inciter l'athlète à s'imaginer en train d'être sur notamment l'aquajogging, hein, s'imaginer être sur la terre ferme dans une situation sur la piste ou dans une situation sur un parcours qu'il connaît. Voilà, imaginer le plus possible pour encore faciliter la reprise ensuite. Et quand je suis en danseuse, ben c'est pareil, je m'imaginais aussi une portion de course, une portion de train, une portion de fin de course. Donc, c'est important aussi d'associer ces images. Et puis, du coup, vous pouvez aussi envisager une reprise progressive en alternant dans une même séance vélo-course, course-vélo. Alors, je dirais que si vous faites vélo, il y a des athlètes parfois, je ne sais pas si vous vous souvenez de Élodie Guégan, qui était une très bonne athlète coureuse de 800 mètres et qui était blessée.
et qui avait participé au championnat de France. Et elle avait fait tout son échauffement sur le vélo et elle avait fait que la course. Donc, ça peut être des solutions à certains moments. Quand vous savez qu'au bout d'un certain temps, la douleur vient simplement au bout d'un certain temps, ben, vous pouvez peut-être faire la chauffe en vélo et faire l'intensité sur la course. Ensuite, il y a l'autre option course-vélo. Donc, je fais la course tant que le kiné m'a dit ou le médecin m'a dit il faut que tu cours 20 minutes. Bah ouais, mais je sais que mon footing, normalement, c'est 50, 1 heure, 20 minutes. Et ben, tu vas faire 20 minutes de course et derrière, tu vas te faire 1 heure de vélo. Et donc, tu reviens compter à peu près, quand je fais 1 heure de vélo, 30 minutes de course à pied. C'est peut-être un repère, mais je ne sais pas s'il est vraiment très, très vrai, mais euh, ça peut vous aider hein, de vous dire, ben, quand je donne 1 heure de vélo, c'est comme si je donnais 30 minutes de footing. Donc, celui qui a couru 20 minutes et qui a fait 1 heure de vélo, ben, ça reviendrait à 50 minutes. Et puis, il y a l'enchaînement aussi vélo, course, vélo. Donc, on fait un peu de pré-fatigue sur le vélo, on court et ensuite, on refait du vélo. Je dirais que ça, pour les disciplines plus longues, c'est des moyens aussi de préparation qui peuvent être utilisés pour préserver l'athlète. Et là, on est plutôt dans la prévention de blessures. Romain, tu peux nous parler un petit peu de ton expérience sur le vélo? Ouais, moi je suis un fan amateur de vélo. J'ai pas mal roulé, sachant que j'ai fait aussi, j'ai eu des blessures, notamment la fracture de fatigue, qui fait que lorsqu'on est en période de convalescence, on ne peut pas courir du tout. Du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo. Moi, jusqu'à l'année dernière, j'étais sur Aix-les-Bains, qui est un peu une ville avec pas mal de cyclistes, où il y a la réserve justement de l'AG2R, qui est maintenant AG2R Citroën, là, justement. Et j'avais donc beaucoup de copains cyclistes. Du coup, j'ai très vite acheté un vélo de route, très vite commencé à rouler. Et même maintenant, en fait, dans une semaine normale d'entraînement, j'ai intégré aussi le vélo, enfin une sortie par semaine entre 1h30 et 2 heures. Mais j'ai beaucoup travaillé le vélo, ça m'a permis de garder un peu ma forme physique lorsque je ne pouvais vraiment pas courir. Parce que bon, surtout quand on est coureur, en termes de sensations corporelles, il y a très peu de sports qui remplacent la course à pied. Parce que même la natation, je trouve que c'est pas du tout la même chose. En vélo, voilà, après une bonne sortie vélo, on se sent un peu libéré, on sent qu'on a vraiment fait le travail. Mais après, voilà, j'ai fait beaucoup d'endurance à vélo. Tu parlais, tu vois, de 2-3 heures. Moi, il m'est déjà arrivé de faire jusqu'à 5 heures, 5h30 de vélo, pas tout seul, en peloton, donc ça passe forcément bien plus vite. Sinon, en moyenne, ouais, je roule entre 2 et 3 heures, 2 et 3 heures tout seul maximum. Et lorsque je fais justement un peu du fractionné, là, tu parlais voilà, de faire des trucs un peu spécifiques. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup sur du 20-40 avec mes entraîneurs. On a l'habitude de faire ça, de faire en côte ou sur le plat. Allez, on se fait 15, 20 à 30 minutes où je fais du 20-40, où justement, et ça va être plus à la fréquence cardiaque. On va essayer de monter, même si c'est très court, justement, c'est très énergique. Et sur 20 secondes, je vais presque être, enfin, je me mets un peu à fond. Et donc, voilà, c'est un travail que j'ai appris à faire. C'est assez, après le vélo, c'est vrai que c'est dangereux. J'ai des copains coureurs notamment qui, en faisant du vélo, ont chuté et bah, ça leur a un peu râpé la saison de course à pied. Mais c'est quelque chose, le vélo, je trouve que c'est vraiment aussi un peu comme l'aquajogging, mais c'est limite un peu plus agréable d'aller faire un tour en vélo quand il fait beau que d'aller justement dans la piscine. Et moi, j'aime beaucoup ça. Le mieux, voilà, c'est de rouler à plusieurs, faire des sortes, d'essayer de justement le vélo, c'est un peu plus facile même que la course à pied pour discuter sur le vélo tranquille quand on fait des endurances. Voilà, pour faire des endurances et du travail aérobie, c'est vachement intéressant. Donc, je préconise aussi et je l'intègre vachement, d'autant plus qu'avec toutes les blessures que j'ai eues, c'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant de mon entraînement et près de ma semaine, quoi. Donc, non, très, très intéressant. Ouais. Et j'ajouterais, par rapport à ce que tu disais, c'est encore plus intéressant pour la jante féminine,
parce que justement, les filles, on manque un peu plus de force par rapport à vous et toutes les filles qui peuvent intégrer du vélo dans leur entraînement progressent énormément donc en force et donc en course à pied, c'est super utile, notamment en cross et même ensuite sur les disciplines de piste. Merci. Donc du coup, voilà quelques préconisations pour la reprise. Hein, donc peut-être des évidences pour certains, hein, choisir des sols souples. Ça me semble très important d'utiliser la pelouse, quitte à tourner en rond. Pensez aussi, souvent on tourne toujours corde à gauche, à tourner dans l'autre sens, parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de blessures côté gauche et qui peuvent être dues aussi à cette habitude qu'on a de toujours courir pied gauche à l'intérieur, et donc on est un peu plus en appui sur ce côté gauche. Donc, profiter des échauffements, des récupérations pour inverser le sens. Les chaussures, on sait qu'actuellement, il y a des chaussures qui permettent de courir très vite, mais qui peuvent aussi être à l'origine de certaines blessures, hein, notamment des aponevrosites ou des problèmes d'ischio, ou parce que justement, le corps n'est pas suffisamment renforcé. Donc, pensez à avoir des chaussures, à changer des chaussures aussi qui sont usées. Préconisez à vos athlètes d'avoir toujours 2 ou 3 paires de chaussures, surtout s'ils s'entraînent souvent. On continue le renfort des muscles ou des groupes musculaires, hein, de la chaîne postérieure, donc on ne s'arrête pas. Hein, donc ces ischios, il faut les renforcer. La sangle abdominale, donc il faut y continuer à y penser aussi, puisque les blessures viennent aussi d'un mauvais alignement. Hein, donc lorsque cette sangle elle n'est pas solide, du coup les forces que vous allez mettre au sol, elles vont peut-être aller dans des endroits qui sont pas logiques par rapport à. Donc pensez à l'autograndissement. Il y a des exercices de pilates qui peuvent être intéressants, hein, donc des abdos bien spécifiques où justement on est vraiment ventre rentré pendant quasiment toute une séance. Les bras et le dos, hein, donc pensez que les bras peuvent être vraiment moteurs. Pensez aussi à Johan Diniz. Hein, Johan Diniz, pendant ses blessures, a fait des heures et des heures d'aquajogging. Et vraiment, c'est un des témoignages qu'il avait, c'était qu'il avait énormément progressé en fait, et donc ses bras, son dos était beaucoup plus solide et beaucoup plus utile dans son sport. On continue le travail de proprioception. Donc là, je vous ai mis quelques matériels utiles. Hein. On peut avoir un bossu sur lequel on peut travailler. On a des galettes aussi avec des petits picots. Le trampoline, ça me semble vachement intéressant aussi. Donc, si vous avez peut-être la possibilité de vous équiper de ce petit matériel, le mini trampo, vous pouvez vraiment à la reprise, faire plein d'exercices que préconisent les kinés, hein, partir de pied, arriver un pied sur le trempeau, pied gauche, pied droit, on part de pied, on se retourne, on part de profil par rapport au trampoline, on saute, on fait un demi-tour en l'air et on se retrouve sur un pied, on part d'un pied, on réceptionne sur un pied. Vous pouvez faire comme tout à l'heure aussi sur le trampoline, on est sur un pied, on fait un quart de tour dans un sens, un quart de tour dans l'autre sens, yeux ouverts, yeux fermés. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont améliorer la force de l'appui et faire en sorte que que l'athlète se blessera moins. Ensuite, mettre en place une routine sérieuse d'échauffement, hein, donc avec le rouleau. Le rouleau, il est en haut à droite là pour ceux qui ne connaissent pas. Donc pour les quadris, pour les ischios, les mollets. Hein, donc là, c'est pour le TFL. C'est important, c'est intéressant. Peut-être Romain, toi qui l'utilises souvent. Ouais. Ouais. Et juste aussi, je viens d'y penser, excuse-moi, par rapport au vélo, un conseil, en tout cas une préconisation que je fais, parce que j'ai eu l'occasion, j'ai pas mal de copains qui se sont fait ça, sur le réglage du vélo, lorsque l'on Oui. décide de se mettre à ça, la hauteur de selle est très importante, parce que justement, en fait, on est blessé, je sais pas, au tendon d'Achille, on décide de faire du vélo. Si notre selle n'est pas adaptée à notre corps, selle trop haute ou trop basse, ça peut faire comme du TFL ou des inflammations du tendon rotulien.
Donc, c'est important. Moi, je vais chez un spécialiste justement de vélo qui règle ma selle à ma hauteur, à mon entrejambe. Et aussi, juste par rapport aux pédales, tu sais, les pédales à cale. Auto, ouais, tout à Donc, fait. c'est compliqué à mettre en place. Il faut avoir l'habitude. Donc, c'est une habitude qui se prend. Mais c'est pas mal, plutôt intéressant par rapport justement à des pédales plates, où justement, quand on a le ramener de la jambe, et ça permet aussi de travailler les ischios. Donc, ça travaille toute la jambe. Voilà, c'était les deux trucs à ajouter pour le vélo qui étaient assez intéressants. Et pour revenir au rouleau, moi, je suis un fanat de rouleau. Je le fais avant, après la séance. Donc après, en récupération, je vais plus passer de temps sur le rouleau. Je vais plus essayer un peu d'écraser voilà, les fibres musculaires. Et avant la séance, déjà, ça me permet voilà, de me mettre progressivement dans mon entraînement. Séance ou footing, hein, ça dépend. Parce que pareil, les footings le matin, des fois, ça peut faire mal. Et du coup, je prends le temps de faire une dizaine de minutes où je m'active, donc que ça soit du rouleau, un petit peu d'élastique. Et je vais pas m'éterniser justement les chaînes musculaires, mais juste voilà, passer dessus, commencer un peu à les activer. Ça me fait prendre conscience que je vais faire un effort et ça prépare mon corps voilà, à aller courir parce que ça reste très traumatisant. Donc le rouleau et l'élastique, et puis après des mouvements de mobilité que je fais pour la souplesse de bassin, etc. Ça dure 10 minutes, hein, pas plus, mais ça me permet de me mettre directement dans la séance, dans l'entraînement, et je pense que ça minimise le risque de blessure. Ok, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous appelez le rouleau? Le rouleau, c'est ça, là. C'est cet appareil en haut à droite, là, que tu vois sur la photo. En haut à droite. Où il y a la personne qui a ses... Il y a la Ah, personne. d'accord. Voilà, c'est cet appareil qui est dur, enfin, c'est assez rigide, et du coup, Ah oui, je vois effectivement, pas le. Ouais, ça fait du massage bien en profondeur. d'accord. Et bien sûr, donc, pour la reprise, hein, il faut la prise de conscience aussi que l'hygiène de vie, elle est hyper importante par rapport à la blessure. Quelqu'un qui manque de sommeil a beaucoup plus de chances de se blesser. Quelqu'un qui est déshydraté a beaucoup plus de chances de se blesser. Quelqu'un qui mange mal a beaucoup plus de chances de se blesser. Donc, c'est des choses qu'il faut mettre en place progressivement, hein, des conseils. Alors, on dit il faut forger, enfin, il faut des fois faire l'expérience avant d'intégrer les conseils que d'autres peuvent nous donner. C'est vrai qu'il faut profiter sûrement de la période de blessure pour faire passer encore ces messages. Hein. Donc, l'hydratation, on pourrait éviter énormément de blessures simplement en s'hydratant correctement. On sait toujours qu'on est constitué vraiment de beaucoup d'eau et il faudrait boire quasiment 1 heure, 1 litre par heure de pratique. Alors, c'est valable, je dirais, pour nos disciplines de demi-fond. C'est sûr que si on passe au trail et qu'on boit autant d'heures de pratique que le trailer, peut-être que là, on va tomber dans l'excès inverse, donc il faut faire attention. Mais voilà, essayer vraiment de sensibiliser sur ces points-là et quitte à faire intervenir des intervenants extérieurs, hein, qui vont véhiculer ce message-là, en plus du vôtre, en plus de ce que les parents peuvent dire, en plus que de ce que d'autres athlètes, hein, l'intervention aussi d'athlètes de haut niveau peut être une solution aussi pour un athlète va mieux écouter ce que dit Jimmy Gressier plutôt que peut-être ce que moi je peux raconter sur mes stages, quoi. Donc voilà, donc trouver plusieurs personnes qui peuvent être avec un discours commun et que l'athlète pourra à un moment donné entendre. J'en profite pour faire un petit pitch. Il y aura une conférence sur l'alimentation, enfin sur l'alimentation bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais j'ai une nutritionniste dans mes contacts qui accepterait de faire une conférence. Après, j'ai plein de thématiques sous le coude, donc là, je ne peux pas vous donner le délai, mais il y en aura une prochainement. Très bien. Alors, petit protocole de reprise après la blessure, hein, qui peut être basique, mais voilà, la progressivité. D'abord, pouvoir remarcher assez longtemps sans avoir de douleur. Alors, pour certains, hein, si je pense notamment aux runners, pourquoi pas passer par la marche nordique avant? Ensuite, l'alternance marche-course sur la pelouse. Ensuite, course seule, mais on fait augmenter progressivement les durées. Hein, donc, on peut commencer 10-15 minutes jusqu'à courir carrément 1 heure, mais on est sur des faibles intensités.
Ensuite, on repositionne des lignes droites sur la pelouse pour voir, pour tester comment l'athlète réagit quand on commence à accélérer avec de la récupération. Et puis après, on peut replacer des petites séances. Donc, après avoir, selon le type des blessures, on va recommencer soit par du fractionné court, soit plutôt par de l'endurance active qui met progressivement le corps en action et où c'est pas des choses trop agressives dans une reprise. Donc après, c'est vraiment à voir au cas par cas. Et puis ensuite, la reprise des vraies séances. Et on combine l'entraînement de course à pied avec des sports portés tant que la récup n'est pas complète. Et bien sûr, on peut les garder en soutien, en entretien. Si l'athlète est enclin à continuer, profitez-en. Ça permet d'augmenter la quantité d'entraînement et de travailler d'autres muscles, comme on l'a vu au préalable. Donc, c'est vrai que si l'habitude peut être gardée une fois par semaine d'aller en piscine, une fois par semaine de faire du vélo à la place d'un footing long, c'est tout gagné pour se préserver. En conclusion, je dirais que la blessure peut être vécue aussi comme une chance d'évoluer, de progresser. Donc, il faut un petit peu inverser le point de vue par rapport à ça, positiver. C'est une prise de conscience, souvent pour l'athlète, de ses points faibles, des choses qu'il peut encore faire évoluer. Le rôle primordial du diagnostic, on en a parlé. La place de l'entraîneur, donc, il doit être un soutien et une force de proposition. Donner des contenus progressifs et pouvoir… Alors, bien sûr, s'il n'est pas spécialiste, c'est ce que je mettais, si l'expérience de l'entraîneur est un plus, c'est sûr que si vous avez déjà testé le vélo, ça sera plus facile pour vous d'en parler. Si vous êtes allé faire de l'aquajogging, ça sera plus facile d'en parler. Par contre, si vous n'avez pas cette expérience, ça ne doit pas freiner vos initiatives et surtout, peut-être d'aller chercher des personnes, ressources, au niveau de votre club ou même en dehors du club, au niveau de l'équipe technique régionale, qui puissent à un moment donné vous aider à proposer des sports ou du renforcement. On voit des entraîneurs qui ne proposent pas de musculation, pas de renforcement à leurs athlètes parce qu'ils n'en ont jamais fait. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils limitent l'athlète dans sa progression. Donc, ne pas avoir peur de se faire accompagner, d'être aussi dans l'ouverture avec d'autres entraîneurs. Pour l'athlète, se créer des routines d'échauffement, comme vous a témoigné Romain, des routines de récupération aussi, c'est important. Quel type d'étirement, qu'est-ce qu'on fait derrière sa séance pour accélérer la récupération, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, prendre conscience, soigner son hygiène de vie. Et s'engager dans le travail à faire. Je pense que c'est très important que l'athlète, aussi bien l'athlète d'ailleurs que l'entraîneur, soit convaincu. Quand on croit à ce qu'on fait, Yannick a dû vous le dire à plusieurs reprises, ça avance beaucoup plus vite. Et puis, même si l'entraîneur, on a parlé de soutien, c'est pas l'assistant, il ne doit pas assister. Il y a vraiment une autonomie, une prise en charge personnelle. L'athlète doit être vraiment acteur de sa reconstruction et de sa prise en charge. Pour les deux, donc, c'est travailler tous les secteurs et parallèlement ce travail mental pour mieux se connaître et repérer les signes de fatigue. Donc, à quel moment je commence à prendre des risques parce que en fait, la blessure, elle vient aussi sur une période où on est peut-être un peu moins à l'écoute ou un peu plus fatigué, un peu moins frais, un peu moins dispo. Où on est peut-être perturbé aussi par ailleurs. Donc, repérer ces signes de fatigue, l'athlète doit être de plus en plus conscient. Ensuite, pour optimiser le rendement du travail réalisé parallèlement, on doit vraiment, ça en revient à être convaincu, pour optimiser ce qu'on fait, il faut vraiment que ça soit aussi bien calculé. Quand on va faire du vélo, quand on va faire l'aquajogging, il doit y avoir un thème, il doit y avoir une intention, ça doit développer tel type de secteur et je pense que c'est important de ne pas faire les choses juste pour faire du bouge-bouge. Et pour gérer la période avec sérénité, une fois qu'on a digéré, je dirais, le fait qu'on est blessé, il faut repartir et
Et c'est beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, la guérison est bien meilleure si on arrive à lâcher prise et à être serein à l'intérieur. Et puis pour terminer, je voulais vous rappeler que vous êtes des entraîneurs, vous êtes des éducateurs et vous êtes garants. Alors pour une partie, bien sûr, tout ne repose pas sur vos épaules, heureusement, mais vous êtes garant pour une partie de la santé physique et mentale de vos athlètes, ou en tout cas des athlètes que vous entraînez. On a parlé des blessures, mais on pourrait parler aussi des troubles du comportement alimentaire, par exemple, ou quand vous voyez un athlète qui est en dérive, votre responsabilité n'est pas d'appuyer là où ça va pas, quoi. Et rien ne vaut la santé, pas même toutes les médailles du monde. J'espère qu'en tout cas, vous êtes convaincus de ça et que c'est important que votre athlète, quand il est blessé, du coup, il y a un seuil à pas franchir quand on veut absolument un résultat. Et il va falloir le repousser, il va falloir accepter. Et je pense que c'est aussi de la responsabilité de l'entraîneur d'ouvrir les yeux de l'athlète et de lui dire bon, écoute, là, effectivement, si ta douleur elle est vraiment présente, c'est pas grave, on va repousser l'objectif, on va s'en refixer un autre plus tard dans le temps. C'est à vous d'aider à relativiser et de ne pas transmettre votre stress aussi par rapport à la situation et de ne pas vouloir à tout prix aller dans le mur parce que ensuite après, comme je disais tout à l'heure, quand on veut absolument passer sur la blessure, c'est pas 3 semaines qu'on s'arrête, des fois c'est 3 mois, ou c'est pas 3 mois qu'on s'arrête, des fois c'est 1 an, 2 ans, et ça psychologiquement c'est très dur. Voilà, donc Yannick, peut-être je te laisse conclure je ces aspects. Je te remercie beaucoup, non, c'était très clair et très instructif. Non, un grand merci à toi. S'il y a des questions, profitez encore quelques poser dans le fil de discussion. Il y en a eu quelques-unes au cours de l'intervention. Non, c'était très clair. Ça les laisse personne ne parle, voix. Ça les laisse quoi. Tout le monde est sans voix. Non, j'ai une question à vous poser parce que j'ai une athlète qui est blessée, tendon d'Achille, mais les 2 pieds, c'est-à-dire les 2 tendons, et suite à une opération qu'il y a eu. Et par la suite, donc, ils ont conseillé de mettre des semelles. Et est-ce que sa tendinite, est-ce que ça ne vient pas de fait qu'il a mis 2 semelles, ça modifie sa foulée, ça modifie sa morphologie? Est-ce que ça peut venir de là? Alors, effectivement, quel âge elle a, votre athlète? Il a 40 ans. Hein. C'est un athlète, d'accord. Ok, donc il n'est pas tout jeune. Non, je posais la question parce que effectivement, des fois, les athlètes, quand ils sont en phase de croissance, peuvent aussi avoir des douleurs qui vont s'expliquer déjà par le changement dû à la croissance. En effet, moi, mon expérience personnelle sur les semelles, elle a été de longue haleine puisque, en fait, quand j'ai eu ma fracture de fatigue du scaphoïde, ça a été une des solutions pour m'aider à continuer la course à pied. D'ailleurs, à l'époque, le podologue m'avait dit mais vous ne pourrez jamais faire entre guillemets du haut niveau, vous ne pourrez pas avec les pieds que vous avez. Donc, bien sûr, ça gonfle pour lui prouver le contraire, mais du coup, j'ai fait des expériences négatives avec les semelles qui m'ont aussi créé des blessures. Ce que j'ai envie de dire par rapport aux semelles, c'est un petit peu comme je disais pour les échographies ou les médecins tout à l'heure. Il faut quand même des podologues qui connaissent bien le sport, qui connaissent bien la course à pied, qui sont équipés avec des tapis roulants, des caméras pour filmer, qui vont faire des enregistrements en dynamique, qui vont revoir l'athlète, parce que vous savez, quand on consulte pour une paire de semelles, on paye un forfait normalement, on paye quand on prend la semelle, et après toute l'année, on peut y retourner pour faire des modifications.
Donc, normalement, alors à la base, je dirais qu'il y a un certain type de semelle qui peut correspondre plus ou moins à certains athlètes. Et après, si cette semelle, elle est à ajuster, il faut la modifier. Mais effectivement, on peut avoir des cas où les semelles, on s'aperçoit quand on les enlève, les douleurs disparaissent. Ah, c'est ça. Donc, on attend parce qu'il a une chorégraphie à faire le 29 avril, 29 mars plutôt. Et puis, on attend le résultat, ce que ça va revirer. Et puis, en fin de compte, pour l'instant, j'ai dit, écoute, retire les semelles, faire des footings sans les semelles pour voir ce que ça donne. Et même sans les semelles, il a toujours mal, quoi. Alors, c'est vrai que peut-être là, ça vaut le coup qu'il fasse des séances de kiné et qu'il puisse faire ce protocole de Stanisch où justement, il va faire de l'excentrique sur ses tendons et il risque peut-être de voir une bonne évolution. La semelle, elle peut être intéressante aussi parce qu'elle va surélever légèrement, après certains types de semelles peuvent surélever légèrement, donc le tendon est moins mis en tension. Mais de toute façon, je pense que, enfin, pour avoir expérimenté, je pense que Romain est sûrement dans la même idée que moi. Quand on a une douleur comme ça, d'aponevrosite ou de tendinite, je pense qu'on est obligé de passer par la phase kiné. Parce que même si on attend que ça passe par tout seul, en fait, la reconstruction, elle se fait de la mauvaise façon. C'est-à-dire, il y a du tissu conjonctif qui vient se mettre, qui reconstruit, mais en fait, dès qu'il y a une petite sollicitation, les fibres sont pas suffisamment solides. Donc, il faut vraiment drainer, il faut des massages, il faut de la physio peut-être un peu dessus, il faut du renforcement bien guidé pour que les tendons et les mollets, donc il y a aussi les mollets, hein, les tendons, c'est simplement un aboutissement des mollets. Donc peut-être qu'il y a aussi de la détente à trouver au niveau de ces mollets, des étirements donc, que peut faire un kiné, mais pas lui tout de suite. Hein, donc là, je vous rappelle aussi quand, par exemple, on a une tendinite, on essaye d'éviter les étirements. Parce que si on s'étire sur quelque chose qui est abîmé, on va avoir une sensation effectivement de mieux, mais c'est parce qu'on active certains récepteurs qu'on inhibe, voilà, qui inhibent la sensation de douleur. Mais le mal, il est toujours là. Donc, on peut même se faire encore plus mal. Donc, on n'étire jamais une zone blessée. Donc, je t'inciterai à lui dire de continuer le kiné. Oui, justement, il est suivi par son kiné, mais pour l'instant, on attend l'écho qu'il va faire le 29 mars. Voilà, pour voir si effectivement les deux tendons abîmés, ça serait bizarre, quoi. C'est bizarre, voilà, c'est ça, c'est rare d'en avoir les deux tendons en même temps on peut avoir un pied droit ou gauche, mais là, les deux tendons. Et c'est quel type de coureur qui fait quelle discipline? Il est plus, donc, il est marathonien, donc il fait du semi, donc route. quoi? Il est plutôt route. Plutôt route, ouais. Ouais. Donc là, pour l'instant, effectivement, tout ce qu'on a pu dire, hein, le vélo, l'aquajogging, la pelouse, c'est toutes ces choses-là qui vont l'aider à se reconstruire et à continuer à garder sa forme. Sa forme, moi, c'est ce que j'ai dit, enfin, du vélo, de la natation, enfin, donc la natation, c'est quoi? Jogging, ça, tu vois, les exercices, je ne connais pas, donc je ne peux pas lui dire si fait ça. Donc maintenant, on doit regarder les exercices qu'on va générer. Ça peut l'aider peut-être, mais bon. C'est ça, c'est reproduisez en piscine hein, exactement ce que vous lui auriez donné hein, si vous aviez fait un fartlek. Vous prenez les mêmes temps et puis vous lui demandez de faire la même chose avec moins de récup. Et vous allez transférer vos séances. Et puis, s'il y en a 2 dans la semaine, il fait au moins les 2 séances dans la semaine. Okay. Merci. C'est rassurant si les bon deux courage. sont inflammés, j'ai envie de dire que c'est rassurant parce que ça veut dire que le problème vient probablement des semelles. S'il y en avait un des deux, là, du coup, c'est sans doute les semelles. Alors après, si le tendon les deux tendons sont inflammés, parce que moi, là, je suis en plein dedans, justement, et moi, j'en ai qu'un. Donc, justement, le problème, c'est qu'on essaie de trouver quelle est la raison pour laquelle mon tendon est inflammé. Là, que ça soit les deux, l'unique changement qu'il y a pu avoir, en tout cas de ce que vous nous dites, c'est justement qu'il a changé ses semelles. Voilà. C'est sans doute le lien le plus probable. Le déclencheur. Hein. Si je peux faire, par mon expérience personnelle, une échographie ne va pas non plus déterminer
comment dire, l'accord ou non de la reprise ou en tout cas de la reprise de l'entraînement, parce que moi, si on fait une échographie de mes tendons tout au long de l'année, que j'ai mal ou pas, à l'échographie par un spécialiste qui connaît bien, on va voir quelque chose. Je vais avoir des petits résidus, des petits signes d'alerte, un peu d'inflammation, mais ça ne veut pas dire que c'est douloureux. Et c'est vrai que le discours que mes kinés me tiennent, c'est du moment que tu n'as pas mal, tu peux continuer à courir normalement. C'est vraiment la douleur qui en fait, qui détermine l'intensité et la durée justement de l'effort en course à pied. Et le dernier truc, c'est que même si ça fait mal, il faut quand même conserver, ça peut être ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes par jour ou dans la semaine, un peu de course à pied pour continuer à garder de la contrainte sur le tendon, parce que faire des sports portés, c'est génial justement pour garder la forme physique, etc. Sauf qu'un tendon qui n'est pas sollicité qui n'est pas sollicité pendant une durée longue ne se répare pas. Donc, il faut justement le tendon soit sollicité pour pouvoir se réparer. Comme c'est une zone très peu vascularisée, le fait de le solliciter le fait en quelque sorte saigner et ainsi le répare. Le répare, d'accord. Parce que là, il continue à s'entraîner, mais moins de densité, moins de volume, mais il arrive à gérer la douleur de ses tendons, quoi. C'est sur la bonne voie. Enfin, en tout cas, je trouve, par rapport au discours que j'ai de mon corps médical, ça serait justement la bonne voie à suivre, toujours dans la mesure, si la douleur n'augmente pas pendant l'entraînement, notamment le lendemain matin, c'est que c'est bien. Voilà, j'espère. Une dernière question. Donc, quand un athlète interrompt sa préparation suite à une blessure, selon la durée de la blessure, le plus difficile, c'est quand même de savoir où reprendre la préparation. Dis donc, je pense qu'il y a une… Alors oui, c'est difficile de répondre à ta question, Bernard, mais c'est peut-être cette période de transition qu'il faut se laisser de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, de retour à, je dirais, à la normale. Et si le travail de fond a bien été fait pendant la période de blessure, si l'athlète n'a pas arrêté, je dirais, au plan physiologique, ça peut revenir très vite parce qu'en fait, il suffit qu'ensuite il ait confiance dans ses appuis. Ces 15 jours, 3 semaines, entre guillemets, de progression pour revenir peuvent être le rassurer et faire qu'ensuite, le corps n'ayant pas oublié ce qu'il a fait avant et ayant travaillé pendant la période d'arrêt, on peut revenir très vite à son niveau. Donc, c'est un petit peu je dirais que c'est individuel. C'est individuel, mais il faut se laisser ces 15 jours, 3 semaines de progressivité dans la reprise. Et si ces 3 semaines, elles passent bien, on peut très vite peut-être reprendre le cours des choses en grillant peut-être même quelques étapes si le travail de fond a bien été fait. Par contre, un athlète qui a carrément diminué son entraînement, rien fait parallèlement pendant la blessure, là, oui, il faudra plus de 3 semaines pour reprendre un entraînement normal et reprendre le fil. Ok. Je ne sais pas si ça répond. A priori, oui. A priori, ça répond à la question. Faire des mesures intermédiaires, c'est important. Moi, je sais que les reprises en course à pied post-blessure, une fois que je me sens assez apte et que j'ai fait justement, comme tu l'as dit Laurence, les 3 semaines, voire 2, 3, ça peut aller jusqu'à 1 mois de reprise progressive ou plus suivant la gravité de la blessure. Avec mes entraîneurs, on fait des séances un peu où en fait c'est un peu le laboratoire où on prend des mesures cardiaques ou alors lactate justement en fonction des allures sur des durées données pour voir à peu près où j'en suis, à quel stade j'en suis. Ou alors, si je me sens notamment là, prochainement, je me sens bien là, par rapport à mon tendon, de faire un test, je ne sais pas, sur 1500 mètres ou sur 2000 pour avoir ce que je vaux actuellement et si je suis vraiment, comment je me sens, parce que un test, ça ne trompe pas. Donc, ça permet de donner une valeur du niveau de l'athlète. Voilà. Ok. Merci Romain. Merci Laurence également. Je vous propose donc de conclure cette soirée. Un grand merci à vous deux. Merci à vous de votre écoute et bonne continuation en tout cas dans vos
missions respectives. Et puis, Merci à vous. Un grand merci. Et puis, du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Et puis, donc, je vous informerai évidemment des prochaines sessions Yannick, de conférences. Oui. pendant que vous êtes là, parce que